Peuple de France, tu te plains d'être traité par tes dirigeants comme de la merde, mais reconnais que tu te comportes comme de la merde. Le sujet du jour, l'État-mafia. Alors l'État, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui raquette le peuple et qui édicte des lois. Il fonctionne en gros comme un système esclavagiste. C'est-à-dire qu'au sommet, les maîtres sont les grandes entreprises qui s'enrichissent à milliards des prélèvements obligatoires. En dessous, vous avez les contremaîtres de la classe politique, syndicale, associative, subventionnée. En gros, ce sont des gens qui gagnent 5 000 € par mois et qui finissent en fin de carrière millionnaires. Et puis en bas, il y a les esclaves. Donc les esclaves, il y a des esclaves qui travaillent, à peu près la moitié, et puis l'autre partie, les esclaves qui malheureusement doivent vivre de l'aide sociale. Alors qu'il y ait une solidarité, c'est tout à fait normal entre ceux qui travaillent et ceux qui sont trop âgés ou malades ou les jeunes, etc. Par contre, ce qui est franchement scandaleux et ce qui est franchement du racket, c'est qu'il faut faire vivre une classe politique, syndicaliste, associative de parasites, et puis au-dessus, financer à milliards de grandes entreprises. Et là, c'est véritablement un scandale, c'est véritablement catastrophique. Donc, l'État, la critique philosophique que l'on peut faire de l'existence même de l'État, c'est qu'elle viole l'éthique de la liberté. Et l'éthique de la liberté, elle dit « fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Alors, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que la liberté d'expression ne devrait pas avoir de limite, parce que qui va fixer la limite de la liberté d'expression? Ça, c'est une première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est que le racket fiscal est inacceptable, puisque c'est un préjudice matériel et volontaire, et que la défense contre ce racket, alors bien sûr, on peut être racketté aussi par un voyou de quartier, par une mafia privée, mais l'État, c'est quand même, en France, 1000 milliards de prélèvements obligatoires, 200 milliards de dettes, qui est de l'impôt futur, hein, c'est 1200 milliards de dettes, 1200 milliards de prélèvements obligatoires et de dettes, ce qui est tout à fait considérable. Il est évident que dans ce contexte, c'est totalement, bien sûr, contraire à l'éthique de la liberté, ô combien, et c'est pour cela que, philosophiquement, l'État doit être combattu. Alors, l'État également édicte des lois. Alors, on va dire les lois sont utiles pour encadrer la société, etc. Mais les lois, soit elles correspondent et elles sont en accord avec l'éthique de la liberté, ne pas porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, auquel cas, notamment toutes les lois effectivement, qui interdisent le vol, le viol, le meurtre, etc. Donc ça, effectivement, elles sont conformes à l'éthique de la liberté, donc elles sont en fait inutiles et superfétatoires. Soit ce sont des lois qui vont obliger les citoyens à faire ceci ou leur interdire de pratiquer tel commerce ou telle activité. Et alors, elles sont répressives et elles sont condamnables pour cette raison-là. Donc les lois sont soit inutiles, soit néfastes pour le peuple, eu égard au respect de l'éthique de la liberté. Il est évident que l'État, de manière générale, pose plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est ce que l'on constate lorsque l'on observe, par exemple, les politiques de logement, politiques immobilières. En réalité, il s'agit d'édicter un certain nombre de règlements fonciers qui font flamber les prix de l'immobilier. Alors, bien sûr, derrière, on va construire des logements sociaux, mais cela ne va pas compenser la bulle immobilière, on le voit très bien aujourd'hui. L'État qui lutte contre l'immigration ou la criminalité, eh bien, on constate que ça génère encore plus d'immigration et d'inégalité. L'État qui lutte contre le chômage, d'un côté, grâce à Pôle emploi ou d'autres organismes, on prétend lutter contre le chômage, mais en réalité, par la réglementation, par la fiscalité, on crée des millions de chômeurs. Donc l'État est une espèce de pompier pyromane qui est totalement inefficace et même contre-productif. Il est contre-productif aussi pour une raison fondamentale, c'est que si une administration devait réussir à remplir sa mission, par exemple l'éducation nationale, demain matin, il n'y a plus d'illettrisme ou d'analphabétisme en France. Le danger, c'est que les budgets se réduisent. Plus une administration échoue, plus ses budgets vont avoir tendance à augmenter. C'est ce qu'on constate aussi lorsque l'État fait la guerre. On voit aujourd'hui que les guerres menées par les États-Unis, la France ou d'autres pays au Moyen-Orient ou en Afrique sont des guerres, et ce sont les présidents de la République française et américains qui l'ont déclaré au cours de ces dernières années, que ce soit Obama, Trump, Hollande, aujourd'hui Macron. Ces guerres ne sont pas censées avoir une fin. Ce sont des guerres sans fin, ce sont des guerres qui se poursuivent indéfiniment, au plus grand profit de qui? Des entreprises qui bénéficient des commandes militaires. Et encore une fois, plus l'État
intervient sur ces théâtres d'opération, plus il crée des tensions géopolitiques locales et internationales, et plus on va avoir des conséquences dans notre pays, dans un pays comme la France, en Europe, aux États-Unis, des conséquences en termes de terrorisme et autres. C'est un bon exemple de l'État pompier pyromane. Sur cette petite présentation, avez-vous des questions? Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Pourquoi l'État est-il apparu? Alors, l'État est apparu, n'est pas apparu par hasard. Il est apparu lors de la sédentarisation de l'humanité. À l'époque des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, il n'y avait pas, bien sûr, d'État. Mais lorsque l'on a inventé l'agriculture et l'élevage, eh bien, il a fallu, et notamment l'agriculture, il a fallu une organisation qui, à la fois, raquette les paysans, mais qui protège les terres arables. Puisque dans les sociétés nomades, lorsqu'il y avait des conflits entre des tribus, entre des nations de l'époque, eh bien, en général, une nation chassait l'autre. On a connu ça avec Gengis Khan, encore tardivement dans l'histoire du monde. Mais lorsque la survie dépend de la culture et de l'agriculture, de la culture agraire, eh bien, l'État est obligatoire pour sanctuariser les terres. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on est entré dans une phase de capitalisme avancé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de sanctuariser des terres pour pouvoir manger. Il faut savoir que, par exemple, en 1940, 70% des Européens étaient des paysans. Quand le 22 juin 1941, les armées de l'Allemagne ont envahi l'Union soviétique, c'était avec une armée de 3 900 000 hommes, quand on prend également les hommes apportés par les pays alliés de l'Allemagne, qui étaient l'Italie, qui était la Finlande, qui était la Bulgarie, et la Hongrie et la Roumanie. Donc c'était une armée essentiellement de paysans, puisqu'il y avait à l'époque à peu près 4 000 chars, 4 000 avions, pour 3 900 000 hommes. Donc c'est une armée de paysans qui est destinée à accroître l'espace vital allemand, pour pouvoir ouvrir en Ukraine et en Russie des fermes allemandes et des colonies de paysans allemands. Il y a même eu d'ailleurs des colonies de paysans allemands en France. C'est quelque chose qui est très peu su. Ça, c'est l'État classique, c'est l'État originel. Il faut sanctuariser les terres ou bien accroître le nombre de terres. La colonisation également répond à ce principe. On va coloniser des terres pour avoir soit des matières premières qui ne sont pas produites en Occident, comme le sucre, comme le tabac, comme le café, etc., le riz, enfin voilà, ou bien récupérer les mines d'or. On se rappelle les Espagnols au Pérou, au Chili, voilà. Donc aujourd'hui, l'État, effectivement, n'a plus, militairement parlant, aujourd'hui, le danger n'est plus, en tout cas pour nos pays industrialisés, de subir une invasion de type invasion soviétique ou invasion allemande dans un pays comme la France. Aujourd'hui, la problématique, elle est plus une problématique migratoire, et c'est pour cela que les systèmes de défense nationale traditionnels, c'est-à-dire l'armée, ne sont plus aujourd'hui tellement pertinents pour assurer la défense de la nation, puisque la défense de la nation ne passe plus tellement par la défense contre une armée mécanisée qui viendrait nous envahir, mais la défense serait plutôt une défense identitaire, une défense contre éventuellement d'éventuelles invasions migratoires. Donc voilà un petit peu la problématique. Comment l'État est apparu, pourquoi est-il apparu, et qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui. Avez-vous d'autres questions? Oui, général. Alors l'État ne peut disparaître. Alors l'État ne peut disparaître. Alors effectivement, il existe depuis 5000 ans, et on pourrait se dire que ça existe depuis 5000 ans, donc c'est quelque chose qui est immuable et qui ne disparaîtra jamais. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État, depuis 50 ans, 70 ans, a muté. Je vous ai expliqué, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, l'État était un État, même jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça a basculé à partir de 1918, puis ensuite ça s'est accéléré à partir de 1945. L'État était un État qui n'était pas un État social, qui était un État qui s'occupait simplement des fonctions régaliennes, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée. Pendant 5000 ans, ça a été ça, grosso modo, jusqu'en 1914. À partir de 14-18 et 39-45, les choses vont changer, parce que la guerre de 14 va être extrêmement traumatique, même pour des pays comme les États-Unis. Je ne parle même pas de la Russie, je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas de pays comme la France, qui ont également été terriblement éprouvés. Mais il va apparaître ce qu'on appelle l'État social. C'est-à-dire que l'État va se mettre à sortir de son rôle strictement d'État régalien pour distribuer des revenus sociaux, pour intervenir dans l'économie, racheter des entreprises. Par exemple, en 1937, on va nationaliser la SNCF, on va nationaliser les producteurs d'électricité pour créer EDF, GDF, etc., dans un pays comme la France. Mais tous les pays vont faire ça, les États-Unis vont faire ça, tous les pays.
on va rentrer dans ce qu'on appelle l'État social. Alors l'État social, c'est très bien parce que ça permet de distribuer des revenus à des millions de gens. Mais le problème, c'est que l'État, il n'y a pas de limite à l'augmentation de la dépense publique et à l'intervention publique. L'État, c'est un incendie. Et dans cet incendie, le nombre de personnes qui bénéficient de revenus sociaux ou de subventions de l'État ne cesse de croître, tandis qu'en face, le nombre de personnes qui vont travailler, qui créent des entreprises ou qui travaillent dans le secteur privé ne cesse de décroître. Et donc on arrive à un moment donné où les prélèvements obligatoires atteignent des sommets, ce qui est le cas aujourd'hui, et comme ça ne suffit pas, eh bien, l'endettement public également atteint des sommets. Aujourd'hui, on a cette situation au niveau mondial. Tous les pays du monde sont en hyper-endettement public, et en hyper-fiscalité, et en hyper-réglementation. Cela ne pourra pas durer, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand plus personne n'est capable de créer des entreprises, ou n'est capable de travailler dans le secteur privé, et que toute l'économie est phagocytée par le secteur public, eh bien, l'économie s'écroule. Donc ça, c'est un premier facteur structurel mondial de faiblesse de l'État. Il y a une autre faiblesse, c'est que l'État aujourd'hui est contesté par des... on va dire par un soft power, par des alternatives technologiques, comme par exemple le Bitcoin. Alors je ne vais pas développer ici, parce qu'on fera une autre vidéo sur le sujet des crypto-monnaies, mais c'est vrai que l'État se finance par les taxes, par le racket fiscal d'un côté, on l'a dit, mais également par l'émission monétaire. Qu'est-ce qui se passe si l'émission monétaire est supprimée? Eh bien l'État ne peut plus dévaluer la monnaie. Donc je développerai cela dans une autre vidéo, mais c'est une faiblesse également au niveau étatique. Et puis, un troisième facteur, c'est que les citoyens aujourd'hui, en 1914, on l'a dit, ils étaient partis fleur au fusil combattre l'Allemand. Les Allemands étaient partis eux aussi de leur côté fleur au fusil contre les Russes, contre les Français, contre les Anglais. Aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver 10 000 personnes en France qui vont partir fleur au fusil, se faire tuer dans une guerre pour la patrie, etc. Donc l'adhésion aujourd'hui au système étatique, c'est-à-dire je vous raquette mais j'assure votre sécurité, qui est le principe même des mafias. Qu'est-ce qu'une mafia dans le sud de l'Italie, la Camorra, la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra? Eh bien, c'est un système qui raquette le peuple, qui leur fait payer le pizzo, ce qu'est le racket, et en échange de menus services, c'est-à-dire j'embauche ton fils, je fais engager ton fils à l'hôpital, je vais embaucher ta fille dans le secrétaire de mairie, etc. En échange de menus services. Une mafia qui fonctionne bien, c'est pas une mafia qui tue, c'est pas une mafia qui viole, c'est pas une mafia qui tabasse. C'est une mafia au contraire qui rend des services et qui est presque aimée par le public. Et le système étatique aujourd'hui, c'est un système mafieux à très grande échelle. Et surtout dans un pays comme la France, c'est pour ça qu'on a tendance à dire, et que je dis clairement, peuple de France, peuple d'esclaves. Oui, peuple de France, peuple d'esclaves, mais pour qu'il y ait des esclaves, encore faut-il que les esclaves acceptent leurs conditions, et à condition et également ne soient pas conscients de leurs conditions d'esclaves. Ça, c'est un élément très important. Une autre question? Oui, mais aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 0%. L'État peut donc s'endetter à l'infini. Alors, c'est vrai que l'État, théoriquement, peut s'endetter à l'infini avec des taux d'intérêt à 0%, mais les taux d'intérêt à 0% posent plusieurs problèmes. D'abord, les taux d'intérêt à 0%, ça veut dire que l'épargne des citoyens n'est plus rémunérée. Et aujourd'hui, on le voit, les taux obligataires sont de moins en moins rémunérés. Alors, il faut expliquer quand même quelque chose, c'est que lorsque vous achetez des obligations, dans le cadre d'une assurance vie, on vous dit, par exemple, ce sont des fonds en euros. En fait, on ne vous explique pas ce que c'est. C'est de l'argent que vous prêtez principalement à l'État, 99% à l'État, et pas seulement à l'État français, mais à l'État grec, à l'État italien, etc. Or, historiquement, aucun État n'a jamais remboursé ses dettes contractées auprès de citoyens. Donc déjà, c'est très dangereux, alors que tous les économistes et tous les journalistes, on va dire collabos, vous disent souscrivez à des assurances vie, ce sont des taux garantis, etc. Les taux sont peut-être garantis, encore qu'ils ont tendance à baisser dans le temps, mais le capital, lui, il n'est pas garanti. Car si l'État ne rembourse pas, eh bien vous perdez votre capital. Ça, c'est un premier élément. Donc les taux d'intérêt à 0% posent ce premier problème. Il pose un deuxième problème, c'est que les taux d'intérêt à 0%, ils profitent à qui? Ils profitent en fait aux grandes institutions financières, qui en profitent pour acheter des actions, pour acheter des obligations, pour faire monter la bulle de l'immobilier, ce qui donc enrichit les riches, ceux qui ont déjà des actions, ceux qui ont déjà des obligations, ceux qui ont déjà de l'immobilier, et appauvrit qui? Appauvrit les jeunes ménages qui s'installent, qui veulent souscrire à un crédit, à la consommation, et ça crée une situation effectivement de transfert de richesse en réalité
des riches, des pauvres vers les riches. Voilà. Donc les taux d'intérêt à 0% posent un certain nombre de problèmes. Et puis, si l'État effectivement crée de la monnaie de manière illimitée, enfin les banques centrales créent de la monnaie de manière illimitée et prêtent à 0% aux États, et aujourd'hui on en est là, eh bien le danger c'est de créer une inflation demain qui ne soit pas seulement sur l'immobilier, sur les actions, sur les obligations, mais qui soit aussi sur les produits. C'est-à-dire que c'est le deuxième effet qui se coule de l'intervention et de la création monétaire étatique. Et c'est un effet qui peut être tout à fait délétère et dévastateur en termes, encore une fois, d'inflation, parce que l'inflation, c'est-à-dire que les prix à la consommation augmentent et augmentent plus vite que les salaires. Donc là, c'est également terriblement déstabilisateur. Les États font tout pour ne pas exagérer, et c'est pour ça qu'on vous parle d'austérité, que Macron fait en sorte de également augmenter les taxes plutôt que d'avoir recours à l'emprunt. Parce qu'avoir recours à l'emprunt, et Dieu sait si en Europe, l'Allemagne freine des quatre fers pour pas qu'on fasse retour à l'emprunt, parce qu'eux, ils ont connu cette période où, dans les années 30, et ce qui a amené au nazisme, où effectivement on avait fait en Allemagne de la création monétaire de manière très très importante, ça avait causé de l'inflation et ça avait complètement déstabilisé les régimes politiques. Tous les régimes politiques qui connaissent l'hyperinflation finissent par tomber. Et en l'occurrence, ce sont des régimes démocratiques, la République de Weimar en Allemagne, le régime autrichien également à l'époque, le régime de la Hongrie également à l'époque. Les trois pays ont connu l'hyperinflation, les trois pays ont connu la dictature, alors que les pays qui n'avaient pas connu l'hyperinflation à l'époque, comme la Pologne, la France, la Belgique, sont des pays qui sont restés démocratiques. Donc c'est pour ça que l'Allemagne aujourd'hui, on dira l'austérité, etc. L'austérité pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'aller vers cette solution de l'hyperinflation. Mais les dettes mondiale ne cessant de croître, puisqu'aujourd'hui on est au dernier comptage à 230 000 milliards de dollars, 230 000 milliards de dollars de dettes, elles seront remboursées comment? Elles ne seront pas remboursées. Donc le jour effectivement où effectivement l'inflation, il faudra bien sûr déclencher de l'inflation pour faire disparaître ces dettes, eh bien ce jour-là, il y aura de graves crises à l'échelle mondiale, car ce sont tous les États du monde qui sont dans cette situation. D'accord? Tout à l'heure, vous avez parlé du Bitcoin. Oui. Les États ont intérêt de torpiller le Bitcoin. Alors là, c'est une question à laquelle je répondrai sur la vidéo du Bitcoin. Donc effectivement, c'est une excellente question, mais bon, elle est hors sujet. Elle est hors sujet, donc on en parlera dans une prochaine vidéo.